Bien, bonjour à tous, bienvenue donc pour cette 4e édition de Neuroplanète, donc de journées absolument exceptionnelles avec tout un tas de conférences et d'ateliers sur les extraordinaires pouvoirs du cerveau. Et pour vous accueillir donc ce matin, Étienne Gernel, le directeur du Point, et le professeur Olivier Guérin, donc professeur de médecine, adjoint au maire de Nice, conseiller métropolitain en charge des questions de santé, de prévention et d'autonomie. Étienne, je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bienvenue à tous, à toutes. C'est la 4e édition de Neuroplanète. On est très fiers d'être ici à Nice. J'adresse d'ailleurs un salut amical à Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est à l'origine de ce projet il y a un certain temps déjà. Un grand merci donc à la ville et à la métropole. Un grand merci à Olivier Guérin qui est là à double titre pour ses fonctions à la ville, à la métropole, et aussi parce qu'il est médecin, professeur et président de la Société française de gériatrie, et qui sera d'ailleurs intervenant tout à l'heure. Il va nous parler des plis du cerveau. Il paraît qu'il y a des plis dans le cortex et qu'il y a des choses à y lire. Alors il paraît que c'est un peu plus scientifique que de lire dans les entrailles d'un poulet par exemple. Donc on va apprendre des tas de choses. On va apprendre énormément de choses pendant ces 2 jours. Il va y avoir de la science et du plaisir, parce que le savoir c'est du plaisir, apprendre c'est du plaisir. On n'est pas là pour s'ennuyer. D'ailleurs, on va commencer avec Idriss Aberkane dans un instant. Il faut qu'on se fasse plaisir, on va s'amuser, apprendre des choses nouvelles. Et il s'en passe toutes les semaines dans ce domaine des neurosciences et du cerveau. Il y a énormément d'actualités. C'est un des grands domaines de recherche. C'est un domaine d'aventure même. On est revenu au temps des grands explorateurs, sauf que ça se passe à l'intérieur. Donc on a besoin d'un petit rétroviseur pour essayer de comprendre comment ça se passe. Toutes les équipes du Point sont à votre service pour vous renseigner, vous aider pendant ces 2 jours. Et mon cher Olivier, je te laisse la parole. Merci infiniment de ton aide, de ta présence, de ton soutien et de ton enthousiasme. Merci Étienne. Je pense qu'on peut applaudir Étienne Gernel et toutes les équipes du journal Le Point, parce que s'il est possible qu'ici à Nice, on ait un événement de cette qualité, c'est grâce à ce partenariat exceptionnel que l'on a maintenant pour la 4e fois d'affilée avec le journal Le Point. Neuroplanète, c'est un événement que vous adorez, que nous adorons, nous, Niçois et Azuréens. Vous avez été près de 9000 à vous inscrire sur ces 2 journées, 9000 Niçois et Azuréens qui viendront profiter de nos experts qui sont d'un niveau absolument incroyable. Et ça, c'est vrai qu'on le doit à la programmation du Point qui à chaque fois, nous permet à la fois d'avoir des thématiques exceptionnelles et les intervenants qui vont avec et du même niveau que l'exceptionnalité des thématiques en question. Alors, pourquoi Neuroplanète à Nice ? Eh bien, c'est d'abord la grande confiance que l'on a et on les en remercie avec le journal. Et puis, parce que nous avons un terreau ici à Nice d'équipes de neurosciences de très haut niveau, de recherche, d'innovation, d'enseignement supérieur. C'est cette grande dynamique territoriale. Vous savez, on est rentré dans le siècle de la connaissance de manière extrêmement partagée. Le développement économique de nos métropoles, désormais, c'est de l'économie de la connaissance. Et c'est le pari qu'a fait Christian Estrosi, notre maire président, de faire muter la métropole niçoise dans ce nouveau siècle, dans cette économie de la connaissance. Et il y a un élément clé pour gagner ce pari-là, qui accessoirement permettra à nos enfants et à nos petits-enfants de travailler et de rester sur notre territoire béni des dieux. Mais pour être béni des dieux géographiquement, c'est quand même bien aussi d'avoir les compétences de développement économique qui vont avec. Cette thématique-là, elle est liée, cette volonté de développement, elle est liée à la qualité de notre territoire tout entier. C'est cette alliance entre les collectivités territoriales, notre grande université, l'Université Côte d'Azur, qui bénéficie d'une initiative d'excellence, donc qui fait partie des 10 meilleures universités de France désormais, et l'ensemble du tissu académique comme industriel et des entreprises de notre territoire. Et de la recherche, il y a beaucoup de recherche ici quand même. Et effectivement, qu'est-ce qui permet de faire ce transfert? C'est une recherche de grande qualité et qui derrière s'applique au quotidien pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est ça le pari de l'innovation. C'est que nous, les Niçois, on est le plus vite possible l'innovation dans notre poche, dans 2 grands domaines qui sont désormais les marques de notre territoire, tout ce qui est développement durable et ville intelligente, et tout ce qui est santé
et bien vieillir. C'est ça les thématiques de développement de notre métropole, à la fois à l'ouest, dans le cadre de l'opération d'intérêt national, et à l'est, c'est la Cité européenne de l'innovation en santé, sur le grand quartier Pasteur. Donc vous voyez que notre métropole se développe sur ses deux pieds, et c'est une aventure formidable qu'on vit ensemble, et donc Neuroplanète prend tout son sens dans cette vision du territoire, dans cette vision d'innovation, mais d'innovation non pas pour créer de la richesse, certes ça c'est bien, mais c'est finalement un bénéfice secondaire, c'est surtout beaucoup plus de qualité pour que les Niçois soient les premiers en France à avoir toutes les innovations et les clés pour vieillir en bonne santé pendant plus d'1 ou 2 siècles dans leur ville préférée. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, de ton partenariat. Je voulais citer, parce que Christian Estrosi me disait qu'il faut toujours finir par une citation. Alors vous savez qu'on fête cette année les 500 ans du décès de Léonard de Vinci, un des plus grands cerveaux de notre humanité. Et je terminerai, je trouve que ça ouvre bien Neuroplanète, par cette citation de Léonard de Vinci. « Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres, donc écoutez bien. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci professeur. Olivier. Vive Neuroplanète, vive Nice. Et c'est parti. Alors on va commencer avec notre premier intervenant de la journée. J'ai nommé Idriss J. Aberkan. On applaudit. Ah, c'était toi On qui vous présente. Pardon, alors je t'ai piqué ton job, c'est toi qui... Voilà, et je voudrais juste donc vous signaler que le dernier ouvrage d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, qui a été traduit en 9 langues, il s'est déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires, est disponible à la librairie, et donc je pense qu'Idriss Aberkan pourra donc vous le signer. Vous allez nous parler donc de démocratie, de ce que prépare la Chine, qui a déjà commencé à noter ses citoyens, qui annonce sa volonté donc de créer des enfants génétiquement modifiés. Donc jusqu'où vont aller les gouvernements? Quelle est la possibilité que leur offre l'intelligence artificielle notamment? Donc on vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bienvenue Idriss. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? C'est bon? Effectivement, le sujet de cette conférence, c'est démocratie et neurosciences, puisque vous avez peut-être suivi dans l'actualité des développements à la fois intéressants et inquiétants. Intéressant sur le plan de l'histoire, ça nous donne un diagnostic, mais inquiétant, concrètement, la Chine commence à noter ses citoyens, tous les citoyens. Sur n'importe quoi, sur leur comportement. Est-ce que vous avez brûlé un feu rouge? Est-ce que vous avez regardé avant de traverser? Est-ce que vous avez voyagé en première classe alors que vous avez un ticket de première? Et si vous avez une mauvaise note, eh bien, vous payez votre assurance maladie plus cher. Si vous avez une très mauvaise note, vous ne pouvez plus voyager dans certaines zones de votre pays même, pas seulement, bien entendu, du monde. Et puis si vous avez vraiment une très très mauvaise note, eh bien, vos amis doivent vous dénoncer sur les réseaux sociaux. Donc si vous êtes ami avec des gens qui sont mal notés, vous devez être... ces gens-là vont perdre leur note aussi. Vous allez perdre votre note si vous êtes ami avec des gens mal notés. Et ça, c'est actuel. C'est en cours, là, à l'heure où je vous parle. Alors... Ce monsieur, c'est Zbigniew Brzezinski, un des géopolitologues les plus controversés du XXe siècle, peut-être un des meilleurs aussi, mais pour les uns, c'est Dark Vador, pour les autres, c'est Maître Yoda, c'est probablement un mélange des deux d'ailleurs. Et il a dit une chose très intelligente, il a dit, au XXIe siècle, c'est beaucoup plus facile de tuer 1 million de personnes que de gouverner 1 million de personnes. Au XXIe siècle, tuer 1 million de personnes, c'est un bouton. Gouverner 1 million de personnes, c'est plus compliqué. À l'échelle française, on en a très souvent des exemples. Mais également, si je voulais faire de l'humour noir, je dirais que les Chinois ont essayé les deux. Et après avoir tué des millions de personnes, ils essaient d'en gouverner 1 million. Et pour ça, ils ont besoin des neurosciences. Mais en fait, tu nous parles du libre arbitre. La question, oui. c'est que reste-t-il du libre arbitre au XXIe siècle? Surtout, plus on connaît notre cerveau, plus on peut nous prévoir, plus on peut nous contrôler. Alors, nous contrôler en groupe, c'est beaucoup plus dur. Je ne sais plus si c'est Renan qui avait dit qu'il est plus facile de connaître les hommes en général qu'un homme en particulier. Et c'est ça, évidemment, quand on a 1,3 milliard d'habitants, on peut connaître les hommes en général plutôt qu'en particulier. Regardez ça, par exemple, c'est une affiche de police. Elle est basée sur un principe neuroergonomique très simple et très connu, qui est que ce qui est mignon est désarmant.
C'est très connu ça, ce qui est mignon et désarmant. La mignonitude, alors c'est un mot qui n'existe pas en français, mais en anglais ça se dit cuteness, en japonais ça se dit kawaii, et c'est désarmant. Ça explique le succès de Hello Kitty, etc., ou le fait que les vidéos de chatons aient un tel succès sur Internet, ça pirate le cerveau, la mignonitude. La mignonitude, ça vient du fait que, vous voyez, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un crâne de gorille, est-ce que vous avez déjà vu un crâne de gorille, à quoi ressemble un crâne de gorille? Les gorilles ont un muscle sur la tête. Les gorilles ont un énorme muscle sur la tête, nous on n'a pas de muscle sur la tête. Que les gorilles doivent mordre, c'est des très bons mordeurs. Et nous, on n'a pas ce besoin-là, puisqu'on a les mains libres, donc on mange aussi avec les mains, on n'a pas besoin d'attraper ce qu'on veut manger avec la bouche. Et du coup, ça a libéré de l'espace pour avoir un cerveau plus gros, mais nous les humains, on est bipèdes. Le gorille est quadrupède essentiellement. Or, un bipède, son problème dans la vie, c'est qu'il doit avoir des hanches étroites, plutôt étroites. Pour courir, on ne peut pas courir quand on est bipède avec des hanches trop large. Donc les humains ont un problème fondamental de design, si vous voulez, d'ingénierie. C'est un gros cerveau, mais des hanches étroites. Et ça, la nature a résolu le problème en faisant en sorte que les humains accouchent de cerveaux qui ne sont pas finis. Le cerveau humain à l'accouchement n'est absolument pas fini. C'est pour ça que la tête des bébés est molle, la fontanelle au sommet du crâne. Et le cerveau des bébés n'est absolument pas terminé à la naissance. Du coup, les bébés sont dépendants beaucoup plus longtemps. Nous sommes l'espèce qui a les juvéniles les plus dépendants de toutes les espèces, devant les baleines, devant les éléphants, etc. Et parce que ce cerveau a besoin de se développer encore pendant des 15-20 ans. Et du coup, les enfants ont besoin de notre attention. Et le fait d'être mignon, ça crée un couplage entre l'attention des parents et l'enfant. Si les bébés n'étaient pas mignons, l'espèce humaine aurait disparu. Le premier message des bébés, c'est quand même les grasses mat, c'est fini. Donc le fait d'être mignon, ça coupe l'attention humaine avec l'enfant. Alors les Chinois ont compris ça. Et donc là, vous voyez, quand ils doivent délivrer un message de police, eh bien, c'est mignon. Comme dirait Al Capone, on obtient beaucoup plus avec un mot doux et un flingue qu'avec un mot doux tout seul. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on obtient beaucoup plus avec un flingue et un mot doux qu'avec un flingue tout seul aussi. Donc là, en l'occurrence, c'est un avertissement pour une amende carabinée, mais en même temps, les policiers sont mignons, c'est très désarmant. Ça, c'est de la neuroergonomie, appliquée, c'est délibéré. C'est pas du tout un hasard d'avoir mis l'affiche comme ça. Quand vous avez 1,3 milliard de personnes à gouverner, c'est le genre d'artifice qui peut faire la différence entre un incident versus 10 incidents dans la journée. Alors ça, c'est mignon, ok. Maintenant, je vais vous parler des trucs qui sont pas mignons du tout. Là, on va rentrer dans le truc hardcore, sale, pour vous donner un petit peu un état de l'information de ce qui se passe quand certains pays peuvent s'emparer des neurosciences. Alors donc, d'une part, les Chinois notent leurs citoyens. Mais il n'y a pas que les Chinois. En Suède, donc là c'est l'agence France-Presse qui rapporte ça, en Suède, une société a proposé à ses employés de se faire pucer. Et le pire, c'est qu'au départ, la seule contrepartie, c'était des jus gratuits. Et les mecs se sont laissés pucer pour des jus gratuits. Je ne sais pas le nombre de gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de vote, la liberté, la protection de la vie privée. Et là, en Suède, il y a des types qui se sont fait pucer juste pour avoir un jus de kiwi gratuit quand ils arrivent au bureau. C'est triste. Mais maintenant, ça devient... J'insiste, c'est en Suède, c'est pas en Chine. Et c'était volontaire. Évidemment, on leur a proposé. On dit kiwi, puce. Donc là, vous voyez quelqu'un en train de se faire implanter une puce de la taille d'un grain de riz qui permet de faire des paiements, etc. Bon. C'est comme ça que ça commence. Alors, vous avez remarqué, l'informatique se rapproche de plus en plus de notre peau. L'informatique, depuis 50 ans, se rapproche de plus en plus de nous. Donc, elle a touché nos doigts avec la souris, le clavier, l'écran, elle touche nos yeux aussi. Avant, on programmait des ordinateurs sans écran. Et puis, maintenant, il y a les écrans, mais maintenant, on l'emporte avec nous, dans notre poche, à fleur de peau, avec les montres. Et puis maintenant, elle est en train de passer sous la peau. Alors, au passage, est-ce que vous saviez, dans cette salle, qu'on peut hacker un pacemaker? J'ai vu ça dans Homeland. Ouais, dans Homeland. Ah oui, dans Homeland. Je ne veux pas faire Tout à fait. Et dans Homeland... de spoiler, mais il y a quand même un mort. Mais justement, dans Homeland, ils disent que c'est... Enfin, le type qui a fait ça, donc, il s'appelle Barnaby Jack, c'est un des plus grands hackers au monde. Il est mort maintenant, dans des circonstances un peu bizarres d'ailleurs. Et Barnaby Jack pouvait hacker un pacemaker. Il pouvait tuer quelqu'un à distance sur les réseaux. Et il pouvait hacker une pompe à insuline. Et dans Homeland, effectivement, quand ils vont essayer de hacker le pacemaker, à un moment donné, ils disent « Ah mince, on n'a pas le numéro de série ».
Zut, alors ils réussissent à l'avoir. Puis, eh ben, Barnaby Jack explique dans la vraie vie, il dit dans la vraie vie c'est encore plus simple que dans la fiction, il n'y a même pas besoin du numéro de série. Parce que les gens ne pensent pas à protéger des choses comme un pacemaker. Les informaticiens ne pensent pas à protéger quelque chose comme ça. Et donc on peut hacker un pacemaker, on peut hacker une usine aujourd'hui. Et il y a eu d'ailleurs une attaque récente, tu as dû voir ça, où des usines entières, les systèmes de sécurité de l'usine ont été libérés, ça aurait pu tuer des centaines d'ouvriers. Donc sur la sûreté informatique, l'idée d'avoir de l'informatique sous la peau, ça pose immédiatement cette question-là. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas qu'on ait de pacemaker, mais ça pose ces questions-là et je suis là pour vous les donner. Alors, Elon Musk, le patron de Tesla, milite pour qu'on ait tous des implants neuronaux. Voilà. L'homme sain, pour lui, doit avoir des implants neuronaux parce que, selon lui, les machines vont battre les humains et si on veut rester d'actualité au XXIe siècle, il faut absolument qu'on ait tous du silicium dans la tête. Alors, j'aime beaucoup ce monsieur, mais là, je ne suis pas du tout d'accord. Vraiment pas d'accord. Pour moi, c'est comme si on disait à tout le monde, nourrissez-vous par intraveineuse. Et figurez-vous que dans les années 50, il y a eu un mouvement, on a complètement oublié ça, mais il y a eu un vrai mouvement hygiéniste de, tenez, si on nourrissait tout le monde par intraveineuse, comme ça, il n'y aura plus d'obésité, il n'y aura plus de diabète, il n'y aura plus de miettes sur les bureaux, il y aura plein d'avantages. Et bon, on se rend bien compte que c'est bien de se nourrir par la bouche aussi. Pour le cerveau, c'est pareil. Certains voudraient que nous nous nourrissions par intranerveuse. Ça, c'est une tendance. Idriss, c'est le truc d'apprendre en dormant. Moi, j'y croyais pas à cette histoire. Ah oui, apprendre en dormant. Ouais. On peut même conditionner les gens en dormant, du coup. Donc, on peut effectivement, en sommeil, quand on est en situation de sommeil paradoxal, on est dans un état très suggestible. L'hypnose, c'est un peu pareil. Donc, quand on est en REM, Rapid Eye Movement, donc quand on a les paupières fermées puis que les yeux bougent très vite sous les paupières, on est dans un état où on retient mieux, effectivement. Et donc, on peut, en écoutant, mais c'était connu même depuis les années 50-60, par même la CIA, qu'entraînait ses agents à apprendre une langue plus vite comme ça, en écoutant donc sur une bande pendant qu'ils dormaient comment on appelle ça, du conversationnel anglais. Et clairement, on pourrait aussi conditionner quelqu'un à prendre telle ou telle décision. Ça ne veut pas dire que le libre arbitre n'existe pas, pas du tout. Hein. Au contraire, plus on sait ce genre de choses, plus on récupère son libre arbitre. Hein. L'humain ne peut jamais être manipulé de façon déterministe, et je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors évidemment, voilà, cette affiche un peu choc. Je vous ai dit que l'informatique arrive de plus en plus sur la peau, sous la peau, et en fait, vous savez, c'est un peu comme la loi de Newton, action-réaction. Hein. Si vous avez quelqu'un de léger qui essaie de pousser quelqu'un de lourd, c'est lui qui va rebondir. Bon. L'interaction cerveau-technologie, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on a un cerveau fort, entre guillemets, si on a un mental fort, bon, c'est nous qui allons influencer la technologie. Mais si on a un mental faible, pour simplifier, c'est la technologie qui va nous influencer. Donc ça ne signifie pas qu'il faut arrêter le développement technologique, pas du tout. Mais ça signifie qu'il faut être conscient de cette interaction réciproque entre informatique et cerveau. Il faut en être conscient. Et Michel Serres, ceux qui en sont le mieux conscients souvent, sont ceux qui ont du recul. Dans la Silicon Valley, on recrute de plus en plus de seniors. Pendant très longtemps, on disait que la Silicon Valley était anti-senior. Maintenant, on voit que des cheveux blancs dans les chefs technologiques de Salesforce, de Google, d'Apple, parce qu'on croit en ce qu'on appelle le biais du survivant, le type qui a vu plusieurs révolutions passer et qui ne va pas se laisser avoir par la énième révolution. Donc, cette capacité à avoir du recul, c'est sans doute la meilleure pour essayer de développer un mental fort face aux technologies. Et puis, bon, la bonne décision, c'est-à-dire ne pas tout interdire, ne pas tout autoriser non plus. Alors, sur l'état de l'art, là je vais vous montrer le cas des travaux de Delgado. Alors c'est un taureau, et ils vont l'endormir. Donc là, voilà, ils l'endorment, et ils vont l'opérer. Et ils lui insèrent des électrodes à hauteur notamment des amygdales, qui régissent le comportement de peur. C'est dans les années 60, ça. Et là, le taureau va charger. Alors, je sais, c'est pas forcément très convaincant quand on n'est pas dedans, mais regardez. Regardez, le taureau charge et il arrête. Bon, je ne sais pas s'il y a des fans de corrida, mais c'est vraiment différent d'une vraie corrida. Là, il y a eu commande radio-commandée du taureau. On ne peut pas le faire tourner à gauche à l'époque, hein, mais on peut l'empêcher d'être agressif à l'instant. Donc là, d'un coup, il perd son agressivité, il se dit, tiens, je sais pas, il y a une vache là-bas... Il perd son agressivité d'un coup. Ça, c'est des travaux des années 60 de M. Delgado.
Et la première chose que va dire Delgado à l'époque, première chose, c'est « J'ai hâte de faire ça sur les humains ». 60. Il était financé par le Pentagone, le mec. Et aujourd'hui, on peut faire ça avec un ver. Ça, c'est Caenorhabditis elegans. C'est un petit nématode dont on connaît toutes les cellules. On a la liste complète de ces cellules. Et on peut le faire tourner à droite ou à gauche avec de la lumière. C'est-à-dire, on va faire un ver transgénique dont certains neurorécepteurs peuvent être influencés par la lumière. Et comme on connaît chacune de ces cellules, on peut le faire tourner à gauche ou tourner à droite, aller devant, derrière, etc. Et cette vidéo, bon, vous devez me croire sur parole, mais c'est dans le Samuel Lab. Ça pourrait servir en application médicale. On pourrait programmer le ver pour aller observer des veines, des artères, des vésicules, etc. Mais ça peut servir à d'autres trucs aussi. Et ça avait influencé, c'est tellement connu cette histoire que moi j'adore la BD. Et ah pardon, si vous pouvez en régie, je sais pas, il n'y a plus de retour là. Rebootez s'il vous plaît en régie pour le retour. Mettez-moi on/off là, parce qu'apparemment ça a bloqué sur la vidéo. Donc il y a une bande dessinée que je lisais quand j'étais petit, ça s'appelait Cubitus, et Cubitus a fait un épisode là-dessus sur l'idée qu'on puisse contrôler le cerveau des gens à distance, alors que c'était une bande dessinée plutôt pour les enfants, quoi. En régie, si je débranche et que je rebranche, ça vous aide ou pas? Ouais. Non, non, il n'a pas bloqué mon curseur, il est bien. Ouais. Tu peux le relancer. Bon, allez, hop. Idriss, il y a quelqu'un qui essaie de prendre le contrôle de ton cerveau. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as quelque chose? Toujours pas? Bon, le temps que ça se fasse donc. Pour l'instant, résumé de cette partie-là. Les implants neuronaux, ça existe depuis les années 60, même un peu avant en fait. L'idée de pouvoir contrôler le comportement d'un organisme avec, ça existe depuis cette époque. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts délibérément à se faire implanter des trucs, et Elon Musk, il arrive en disant « si on ne le fait pas, on va tous mourir parce que les machines vont nous dépasser ». Ça, c'est l'état de l'art, si vous voulez. Bon, tous les humains ne pensent pas comme ça. J'insiste, je vous donne que des cas précis. Là. Tous les humains ne pensent pas comme ça, et je suis convaincu que l'humanité ne va pas partir dans cette direction exclusive. Mais cette direction existe. Il y a des gens qui seraient prêts à la prendre. Et plus on en parlera, plus l'humanité pourra prendre un choix informé collectif sur le sujet. Toujours pas? Est-ce que tu peux le relancer depuis le début? Tac. Mais concrètement, il y a des gens qui ont des implants neuronaux aujourd'hui, Idriss? Ah oui, absolument. Il y a des gens qui ont des implants neuronaux, soit des vétérans, soit des... C'est bon, ça marche? Ouais, c'est bon, ça marche pas. Voilà. Oups. Et peut-être un mot, Idriss, vous avez évoqué Neuralink en attendant peut-être de retrouver les images. Pourquoi est-ce que ça vous fait peur? Parce qu'on peut aussi avoir un discours très optimiste et en se disant, est-ce que c'est pas un formidable espoir pour une maladie comme la maladie d'Alzheimer, Alors par voilà, exemple? mais en fait, l'intraveineuse, il ne faut pas l'interdire, on est d'accord. Le sujet des années 50, c'était faut-il faire une intraveineuse systématique chez les gens qui n'ont pas de raison d'en avoir une? Et Neuralink, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire Elon Musk, il est très clair, il dit c'est pas du tout pour des gens qui en ont besoin, c'est pour tout le monde. Je recommande que tout le monde le fasse à la naissance, direct comme ça. Et ça, c'est là que le danger en fait se trouve, véritablement. C'est si tout le monde à la naissance se met à avoir ça, parce que le cerveau, bon, c'est pas une invention humaine. Hein. Qu'on soit athée ou pas n'a rien à voir là-dedans, c'est un fait que le cerveau n'est pas une création humaine. Et quand on commence à bricoler quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on risque automatiquement de faire des erreurs. Ça, c'est absolument inévitable. Et pour moi, c'est ça le risque avec Neuralink, véritablement. D'accord. Donc non, toujours pas. C'est-à-dire que ça abîme le cerveau humain. Oui, parce que sans le savoir. Il y a aussi les inégalités, c'est-à-dire que demain, si on doit s'il y a des implants, ils vont pas tous avoir le même prix, ils vont pas tous avoir la même capacité, ils vont pas tous avoir la même fonction. Donc il y a des gens qui pourront se payer l'implant 2000, il y a des gens qui pourront se payer l'implant 1500. Ça aussi, ça va créer des problèmes. Mais il y aura aussi le fait qu'ils pourront être hackés, qu'ils pourront être piratés. Toujours pas en régie? On continue sans image? Voilà, absolument. Ouais. Désolé, Idriss. Ok. Donc vous voyez la technologie, c'est un bel exemple. Ça a ses limites. Oui, alors que ton cerveau fonctionne encore, t'as remarqué ça? Alors, vous allez devoir imaginer, le truc c'est qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, mais vous allez devoir imaginer évidemment toutes les autres images et utiliser votre cerveau à plein. Alors, j'ai parlé donc de Delgado.
et des implants sur les taureaux. En fait, des expériences de manipulation mentale, il y en a eu plusieurs, et il y en a eu qui ont marqué les esprits en termes de neuroéthique. Par exemple, c'était dans les années 60-61, la CIA, alors fait quelque chose de très vilain, qui a été déclassifié, heureusement. L'avantage, c'est que les Américains, quand même, des fois, ils vous déclassifient ça. Donc là, j'allais vous montrer l'image du rapport où c'était marqué. Mais la CIA a fait quelque chose de doublement très vilain. La première, c'est qu'elle a opéré sur le sol américain, ce qui est totalement illégal. Et la deuxième, c'est qu'elle a versé du LSD dans les verres à champagne de clients de bordel de San Francisco pour voir ce que ça faisait. Pour de vrai, hein, ça s'appelle Midnight Climax. Ils ont fait ça dans les années 60. Et l'objectif était de voir si le LSD avait un potentiel pour les interrogatoires. Et ça, donc les résultats ont été observés. On s'est rendu compte que le LSD avait un potentiel réel pour les interrogatoires, mais que ça rendait les résultats peu fiables malgré tout. Et puis, finalement, d'après les historiens, c'est un des facteurs qui a introduit le LSD dans la Silicon Valley. Puisqu'en fait, vous savez, les fenêtres, pointeurs, la souris, etc., peu de gens savent ça, mais Alan Kay, l'inventeur de la souris, des icônes, des fenêtres, des menus, des pointeurs, on appelle ça le WIMP en anglais, Windows Icon Menu Pointeur. Alan Kay a inventé ça pendant un trip sous LSD. Si. Je vends des buvards à la sortie du... Et l'apparition du LSD à San Francisco, la CIA y a joué un rôle. Dans les notions de manipulation mentale, il y a aussi des travaux sur l'impuissance apprise ou l'impuissance acquise. Alors c'est Martin Seligman. Martin Seligman, c'est un psychologue qui a été dans l'œil du cyclone aux États-Unis parce qu'il a été avéré qu'il avait aidé la CIA dans des programmes de torture. Alors il s'est défendu en disant non, j'ai aidé la CIA à créer des moyens de résister. Voilà. C'est vrai que rapidement, quand on crée des moyens de résister, on peut aussi créer des moyens de torturer. Mais Martin Seligman, il avait étudié sur les chiens des phénomènes où le chien est résigné. Donc il prend un chien, il le met dans une cage et il balance des décharges électriques de chaque côté de la cage. Évidemment, le chien n'est pas bête, il saute d'un côté à l'autre selon où sont les décharges. Mais si d'un coup on envoie les décharges des deux côtés, le chien se rend compte qu'il ne peut plus rien faire. Et là arrive un phénomène très angoissant qu'il a appelé donc l'impuissance apprise, qui est que le chien se prostre, il arrête tout, et si on ouvre la cage, il ne sort pas. Ça, c'est très très flippant. On a mis la cage dans sa tête. Et ce phénomène peut fonctionner chez l'homme. Ça, c'est là que c'est flippant. Par exemple, les FARC, donc, c'est un mouvement de guérilla, et ça signifie que quand ils prennent des otages, eh bien entendu, ils ne peuvent pas avoir des prisons fixes. Donc quand ils prennent des otages, les FARC, il faut que les otages aient la prison dans leur tête. Et leur système de torture, qui est inspiré de cette impuissance apprise, eh bien, c'est de faire répéter à leurs otages toute la journée, quasiment, enfin pas 24 heures sur 24, mais toute la journée, solo, 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 je suis seul, tout le temps. Et ils font répéter à leurs prisonniers, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Et ça marche désespérément bien. Hein. Alors on peut résister à ça, d'ailleurs il est démontré que quand les gens connaissent ce mécanisme, ils y résistent davantage, mais c'est un phénomène qui peut fonctionner sur le cerveau. Je ne sais pas si ça t'inspire une répartie d'ailleurs sur la torture, non, je ne pratique pas encore ça. Ouais. Plus les gens seront informés, mieux ce sera. En l'occurrence, Martin Seligman et certains autres membres de l'American Psychological Association ont dû démissionner quand ces faits ont été démontrés. Également, l'impuissance apprise a été étudiée en classe. C'est-à-dire, il y a une professeure qui s'appelle Charis Nixon, alors je voulais vous montrer un petit peu son expérience. Elle a démontré qu'on peut induire l'impuissance apprise en 15 minutes. Elle prend une classe, à peu près de la taille d'une aile de cet amphithéâtre, et puis elle donne à ses élèves des anagrammes. Alors, les anagrammes, par exemple, tab, ça va donner bat en anglais, puis melon, ça va donner lemon, et puis il y a cinérama, un cinéma panoramique, et ça va donner American. Bon. Elle dit à la classe, quand vous avez fini l'épreuve des 3 anagrammes, vous levez la main. Mais elle va donner à 3 élèves une copie impossible. Les 2 premiers, il n'y a pas d'anagramme, ils pourront chercher tout ce qu'ils veulent, il n'y en a pas en langue anglaise. Par contre, le 3e est faisable, c'est cinérama American, c'est pas trop compliqué pour un anglais natif. Eh bien, ça rate pas. Quand les 3 pauvres élèves qui ont la copie piégée voient que toute la classe a levé la main, alors qu'eux n'ont pas réussi, eh bien, ils n'essayent même pas le dernier exercice. Et on voit vraiment, quand on les met en neuroimagerie, que leur cerveau dit « n'essaie même pas, ne tente pas ». Leur cerveau dit « arrête, c'est bon, tu vois bien que tu n'as aucune chance, n'essaie pas de le faire ». Il suffit de 15 minutes pour induire ce comportement. C'est destructeur, ça? C'est très destructeur et c'est un moyen de contrôle d'autrui qui est très puissant. Comme toujours, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau humain est infiniment adaptable
et qu'il peut résister à ça, surtout s'il a été, on le lui a renseigné, si on lui a expliqué que ce phénomène existe. D'où l'intérêt de la vulgarisation en neurosciences. Alors, sur la manipulation des gens, sachez que c'est aussi un fait absolument établi et toujours déclassifié au Congrès aux États-Unis, que les Américains ont véritablement recherché une gay bombe. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire une bombe qui, au lieu d'envoyer des explosifs, lâcherait des phéromones sur une caserne pour faire en sorte que les soldats copulent entre eux plutôt que de se battre. Je ne plaisante pas. Cherchez la gay bombe, il y a eu des financements pour ça. Et ça n'a pas marché, bizarrement. Parce que sur les chiens, ça marche. Sur les chiens, si vous balancez des phéromones dans un chenil, ça va être Eyes Wide Shut version... Mais sur les humains, ça ne marche pas parce que les humains sont beaucoup plus diversifiés génétiquement. Et en fait, chez les humains, le principe de clé-serrure, c'est un test qui avait été fait, l'expérience des t-shirts. Un chercheur en Suisse fait respirer des t-shirts à des femmes hétérosexuelles qui ont été portées par des hommes et elle leur demande de noter de 1 à 10 le côté agréable de l'odeur. Et il se rend compte, suite à une prise de sang, que plus les dames aiment l'odeur, plus la personne est génétiquement différente. En particulier pour le système immunitaire. Et ça aiderait à avoir des bébés qui aient un système immunitaire le plus différent, le plus croisé possible entre leurs parents pour les aider à résister aux maladies. Et ce métissage immunitaire est démontré fonctionner assez bien. Mais les humains sont tellement différents qu'il n'y a pas de phéromone universel, alors que chez les chiens, si. Voilà, tout ça pour vous dire que des expériences en neuroergonomie, de contrôle des gens, il y en a eu plein en fait. Alors, la bonne nouvelle... C'est que ça ne marche pas toujours. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que la gay bombe a échoué. En soi, alors que là, c'était les phéromones, carrément, c'était quelque chose d'animal qu'on essayait de cibler, ça n'a pas marché. Et maintenant, quelques bonnes nouvelles en conclusion. Parce que là, je vous ai montré tout le côté flippant, etc. Les mesures, les notes, l'idée qu'un État puisse commencer à noter sa population. Là, j'avais une très belle image à vous montrer. Je vais vous laisser imaginer. C'est un monsieur qui est dans la rue avec un béret, un pyjama et des pantoufles, et ce monsieur est entouré de 2 gardes du corps. Et en fait, ce monsieur, c'était le parrain de la plus puissante famille mafieuse de New York. Son nom, c'est Vincent Gigante. Et Vincent Gigante, alias le parrain bizarre, The Odd Father en anglais, a été le patron le plus influent de la mafia de New York. Et une fois par semaine, il sortait dans la rue en pyjama, pantoufles, en tremblant et en se parlant à lui-même. À votre avis, pourquoi ? Parce que ça, c'est de l'intelligence. Pardon ? Pour se défouler. Ça aurait pu être pour se défouler, mais bon, quand on est parrain, on évite de se défouler. Enfin, on ne fait rien au hasard. Pour passer pour un fou. Pour passer pour un fou en cas d'arrestation. Pour plaider la folie en cas d'arrestation. Eh bien, ce monsieur, Vincent Gigante, alors d'après Interpol, c'est entre 30 et 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, sa petite opération familiale. Donc c'est quelqu'un de sérieux. Eh bien, pendant 30 ans, il a promené les meilleurs psychiatres du FBI, que le FBI avait besoin, c'est la loi, d'un avis psychiatrique sur ce monsieur. Et donc les meilleurs psychiatres de Cornell, de Princeton, d'Harvard ont écrit systématiquement « Au mieux, il est fou, et au pire, non seulement il est fou, mais en plus il a un QI inférieur à sa température corporelle. » En Celsius. Finalement, ils ont chopé un repenti. Alors, c'était très dur d'avoir des repentis dans la famille de Vincent Gigante parce que prononcer son nom, c'était la mort immédiate. Pour un affilié de la famille mafieuse de Vincent Gigante, prononcer son nom en public, c'était la mort par pic à glace. On rigolait pas. Et pour dire son nom, on pointait son menton parce que son surnom, c'était le menton, il avait été boxeur. Ou bien on faisait un G avec sa main, comme ça, pour dire c'est Gigante. Bon. Malgré ça, ils ont attrapé un repenti qui a dit « Mais bien sûr, vous y croyez encore à ces trucs-là ?» Enfin, c'est bon. Évidemment qu'il est intelligent, évidemment que c'est quelqu'un de sérieux. Ils ont mis un micro dans sa voiture, il a plongé, il est mort en prison. Fin de l'anecdote. William Engdahl et un autre journaliste dont le nom m'échappe, qui ont eu le prix Pulitzer, enfin l'autre journaliste a eu le prix Pulitzer, ont démontré que ce type avait été le mentor de quelqu'un de très connu. À votre avis ? Donald Trump. Donald Trump. Si vous voulez la référence, c'est William Engdahl, journaliste. J'avais fait un papier dans Le Point là-dessus d'ailleurs. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? La note, l'évaluation. L'évaluation, vous savez, s'il y a bien une leçon qu'on a apprise de façon douloureuse en 2007-2008, c'est que les agences de notation disaient n'importe quoi. C'est-à-dire quand une agence de notation arrivait en disant « ça c'est de la dette qui est de niveau AAA », en fait, ça ne voulait rien dire.
Quand les agences de notation disaient ça vaut AAA, ça vaut A+, en vrai, les gens qui avaient acheté de la dette nicaraguayenne B+, ils avaient un machin F- et puis c'est tout. Eh bien, dernièrement, et là j'avais plein de graphiques à vous montrer, on a énormément et rapidement réévalué toutes nos mesures d'intelligence. Pour des raisons simples, qui sont que les IA arrivent à passer des tests de QI aujourd'hui. Et c'est là l'angoisse en fait, c'est là-dessus que je vais conclure. Les IA aujourd'hui peuvent passer des tests de QI. Alors on se dit, bah mon Dieu, on va tous crever, il y a deux écoles face à ce résultat. Soit on se dit, le QI c'est tout, donc les IA sont plus intelligentes que nous, soit on se dit, bah ça démontre par A plus B que le QI ne représente pas toute l'intelligence humaine, qu'il représente une éventuelle ombre, un morceau, une partie, mais en aucun cas toute l'intelligence humaine. En biologie, c'est quoi la définition de l'intelligence en biologie? Quelle est la définition biologique de l'intelligence? La survie. La définition rigoureuse de l'intelligence en biologie, c'est la capacité à résister à l'éradication. Les rats de Paris, on les éliminera jamais. Collectivement, ils sont incroyablement intelligents. Et aujourd'hui, en plus, vous savez, à Paris, il y a une recrudescence des rats. Mais malgré tout, les morts aux rats qu'on a, toutes les connaissances en génétique, en population qu'on a, on n'éradiquera pas les rats à Paris, parce que collectivement, les rats, c'est très intelligent. Eh bien, l'idée que les IA arrivent à passer des tests de QI d'un côté, mais qu'aucune IA ne sait survivre dans la nature. Un robot, vous le lâchez en forêt, il ne peut absolument pas survivre, de près ou de loin. Bon. Ça nous invite à complètement revisiter la notion d'intelligence. Et justement, un grand probabiliste américain qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb vient de publier une longue série d'articles en disant le QI, alors lui, il est cash, hein, c'est un type qui est très direct, il a dit le QI est pseudo-scientifique. Alors là, c'est brutal, hein, comme affirmation, c'est incroyablement brutal. Il a fait une série d'articles statistiques en disant... Alors, si le sujet vous intéresse, ce qu'il a démontré, c'est que le QI comme mesure n'était pas transitif. Qu'est-ce que ça veut dire transitif? Ça veut dire que si Jean est plus grand que Patrick et que Patrick est plus grand que Jacques, Jean est plus grand que Jacques. C'est la définition de la transitivité. C'est la base en mathématiques pour être une mesure. Hein. Si vous voulez faire une mesure, il faut que ce soit transitif. Nassim Taleb a démontré clairement que les mesures de QI n'étaient pas transitives. Et ça, c'est un coup dur hein, pour toutes les notions de définition de l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à définir l'intelligence humaine. Mais ça veut dire qu'on a été un peu trop superficiel sur ce coup-là. Mais toi, tu es pour ou contre les notes, par exemple? Et en fait, tu sais, c'est comme dire, est-ce que tu es pour... des élèves dans la salle, là, donc je pense que ça les intéresse. Tu vois, c'est comme dire, est-ce que tu es pour ou contre le tournevis? Et bon, bah, plutôt contre. Voilà, plutôt contre. Mais si tu as une vis en face de toi, il te faut un tournevis. Si tu as un clou, il te faut plutôt un marteau. Et la note, c'est un outil. C'est un outil, elle a un rôle bien précis. Il faut savoir que la note et la correction, c'est pas la même chose. Hein. On peut corriger sans noter et on peut parfois noter sans corriger. C'est quand on note quelqu'un en l'observant sans lui dire qu'il a fait une erreur, on peut le noter sans corriger. Donc c'est deux choses différentes, la note et la correction. La note, ça sert quand on doit recruter quelqu'un, par exemple, quand on veut essayer de dévaluer la valeur de quelqu'un selon un critère donné. Mais pour apprendre, la chose la plus essentielle, c'est la correction. Pour apprendre, il faut être corrigé souvent. Ça, c'est la chose la plus importante. Et être corrigé souvent, c'était souvent aussi l'attribut des riches. C'est-à-dire les riches pouvaient se payer des précepteurs particuliers, et la particularité d'un précepteur particulier, c'est qu'il va corriger que vous. Donc, il va donner toute son attention sur vous, donc vous allez être corrigé plus souvent par jour. Et c'est comme ça qu'on avait des inégalités très grandes entre riches et pauvres. Dans une classe, on a encore des inégalités. Pourquoi? Parce que, intrinsèquement, la correction ne peut pas être distribuée équitablement sur tous les élèves. Elle pourrait, mais... Aujourd'hui, elle ne l'est pas, parce qu'un bon élève, il va tout faire pour attraper une correction. Un bon élève, il va tout faire pour que le prof le corrige. Il va se mettre au premier rang, il va aller voir le prof à la fin du cours, il va maximiser sa quantité de correction par semaine, par mois et par an. Et à la fin de l'année, si vous avez été corrigé plus souvent, vous avez appris davantage. Le mauvais élève, par contre, entre guillemets, je ne le juge pas, mais il a peur de la correction. C'est une terreur absolue, la correction, pour lui. D'ailleurs, en français, une bonne correction, ça veut dire quoi? Ça veut dire une punition. Donc si vous voulez écœurer quelqu'un de l'apprentissage, écœurez-le de la correction. Et c'est justement pour ça que les jeux, d'ailleurs, sont de plus en plus efficaces dans l'apprentissage, c'est que les jeux corrigent souvent. Ils vous corrigent, mais ils ne vous jugent pas. Alors, évidemment, il y a des jeux maintenant qui sont sérieux, par exemple les simulateurs de vol. Vous savez, en fait, dans tous les pays émergents, aujourd'hui, il y a une pénurie de pilotes. Il n'y a pas assez de pilotes dans le monde. Alors, en France, ce n'est pas le cas parce qu'on est un pays riche, mais dans les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, il n'y a pas assez de pilotes de ligne parce que la classe moyenne émerge, elle voyage de plus en plus et il n'y a pas assez de pilotes pour la faire voyager. Comment on les forme? Avec des simulateurs de vol. Donc là aussi, ça réinterroge la façon dont on pourrait se nourrir plus naturellement, c'est-à-dire le jeu vidéo, c'est pas si naturel que ça, c'est plus naturel qu'un implant cérébral quand même. Et je préfère un pilote qui a appris sur simulateur que sur un plan cérébral.
Alors, je vais conclure. En fait, Nassim Nicolas Taleb, véritablement, a démontré de façon ultra rigoureuse que le QI ne pouvait pas être pris aussi au sérieux qu'on le disait, et je pourrais même aller plus loin là-dessus. Et ça a ouvert en fait une période d'inventaire de la qualité statistique de nos travaux. Par exemple, je pouvais vous montrer plus d'une trentaine d'études qui disent que les études de neuroimagerie peuvent être très souvent fausses. Très souvent fausses, parce que statistiquement, les statistiques qui ont été utilisées en neuroimagerie ne sont pas rigoureuses. C'est un coup dur énorme en neurosciences, mais il faut toujours voir ça comme une opportunité d'évoluer. Il faut voir ça comme une opportunité d'améliorer la qualité de la science. Par exemple, des chercheurs américains ont mis un saumon mort dans une imagerie à résonance magnétique et ils ont observé une activité cérébrale d'un saumon mort, qui était statistiquement significative d'après l'imagerie. Donc on est en train de faire l'inventaire d'une énorme partie des neurosciences cognitives pour le meilleur, hein, pas pour le pire, vraiment. Et malheureusement là-dessus, vous savez qu'il y a eu le cas de la Ritaline. Aujourd'hui, c'est un énorme débat. La Ritaline est un dérivé d'amphétamine. Bon, on en donne aux enfants. On en donne obligatoirement à certains enfants. C'est une prescription. Dans certains pays, vous n'avez pas le choix. Si votre enfant n'en prend pas, il va quitter l'école. Donc c'est quand même un choix, comme dirait le parrain, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser, quoi. Eh bien, les conséquences de la Ritaline, réinvestiguées au regard de la rigueur statistique qui manque énormément dans beaucoup d'études, démontrent en fait qu'il se pourrait que ce soit véritablement une drogue dure que l'on donne aux enfants. Et pour la petite histoire, une étude statistique que je voulais vous montrer aussi a été faite entre l'homéopathie et le Prozac. L'homéopathie a mieux performé que le Prozac sur 300 femmes au Mexique. C'est une étude en double aveugle. Ça fait très très mal au Prozac, ça. Et alors qu'il était prescrit depuis 60 ans. Donc la rigueur statistique dans les études médicales, biomédicales, neuroscientifiques, on est à une période là où elle va être complètement réévaluée et où tout un tas de recherches qui ont été publiées dans des revues se sont déjà avérées fausses. Alors, le dernier point dont je voulais parler sur le contrôle des jambes, les implants. Est-ce que vous avez entendu parler de Rosemary Kennedy? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Rosemary Kennedy? On l'a lobotomisée. Rosemary Kennedy, aux États-Unis, c'est comme la famille royale, quoi. Eh bien, Rosemary Kennedy a été lobotomisée. On sait aujourd'hui que la lobotomie est une abomination. Il n'y a pas d'autre mot au regard de la science médicale. Abomination. N'empêche qu'elle a été prescrite à une époque récente. Eh bien, est-ce que ce genre de choses pourra être prescrite demain ? C'est quelque chose qui m'inquiète et c'est bien entendu pour ça que je veux populariser au maximum les neurosciences, parce que quand les États essaient d'avoir le monopole sur les neurosciences, des choses assez tragiques peuvent arriver, quand les entreprises aussi d'ailleurs. Mais l'idéal, c'est que le peuple ait une connaissance de base des neurosciences, exactement comme le peuple doit avoir une connaissance de base du droit pour pouvoir protéger ses droits. Eh bien, la nouvelle frontière des droits, c'est le cerveau, et je veux que vous puissiez tous connaître vos neurodroits. Je vous remercie. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Merci Idriss.